Balancez vos ondes positives. Positives. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour la tribu. Nous allons très très bien, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 5e numéro de Balancer vos ondes positives BVOP, ces 4 elfes magiques qui vont bientôt se retrouver au sommet de l'Empire State Building. Waouh, quelle intro. Oh, attends. BVOP, Balancer vos ondes positives, vous le savez, c'est une tribu de chroniqueurs et de chroniqueuses issus de toutes les générations et de tous les milieux qui traitent et débattent de tous les sujets de la vie avec une vision optimiste. Notre objectif, c'est voir la lumière au bout du tunnel, cultiver l'espoir, apporter des pistes de solutions. Et donc, nous allons, comme d'habitude, maintenant, parce que nous avons pris l'habitude, faire un petit tour de météo interne. Comment est-ce que vous vous sentez? Et on y va en mode popcorn, c'est-à-dire dit qui veut. Salut, moi c'est Emna et je me sens cool. Voilà, elle est cool, Emna. Et moi je dis Raoul, désolé, je peux pas vous empêcher. Raoul? Qu'est-ce que... Bah cool Raoul. Oh, pardon. Oh Marc, ça c'est parce que Marc s'est ramassé une vitre là tout à l'heure, il ne dit pas, donc ça, c'est difficile de faire des connexions. Donc que ce soit clair, effectivement, j'ai cru que la vitre était une porte et la vitre n'était pas une porte, c'était une vraie vitre qui a donc bien tenu. Voilà. Et donc je me suis écrasé la tête, voilà, j'ai joué Pierre Richard. Cool Raoul, t'as compris maintenant. Oui, cool Raoul, Voilà. merci. Marc est optimiste. Il croit qu'il peut traverser les vitres. C'est beau. Oui, alors, qui d'autre maintenant? Qui d'autre? Je suis présent. Bah, ton micro n'est pas présent. Non. Exactement. Vas-y. Je suis présent. Oui, ça c'est... Raoul est là. Présent. Alors moi je croyais avoir des hémorroïdes, mais non, c'était le restaurant Adia d'hier soir, donc tout va bien. C'est ma météo interne. Très léger, oui, c'est très léger. Merci Vince, merci. Qui d'autre? Bon appétit. Moi c'est Isa, je suis connectée, concentrée et motivée. Merci. Isa. Alors, qui d'autre encore? Romain ici, détendu, fait mon première séance de yoga ce matin, donc ça m'a fait un bien fou. Excellent, on voit qu'il est effectivement détendu. Tu viens de sortir tout frais de cette leçon de yoga, c'est magnifique. Qui d'autre encore? Tout le monde est passé. Valérie, détendue et déterminée. Ok. Elle dit ça avec un accent anglais, je trouve. Steph? Et Steph, eh ben, elle est un peu éparpillée, mais elle est bien là quand même. D'accord, éparpillée, Laquelle j'ai de la colle. Ça est plus fort que moi dans cette émission. Complètement la prite. Allez, place à nos 2 premières intervenantes. Ah non, C'était pas cool, Raoul, ça. Non, c'était pas cool, Raoul. En fait, Caro, on se retrouve toujours au même moment dans le mois, tu vois, et donc on sait déjà. C'est ça, vous savez déjà que j'ai mes règles. C'est peut-être pour ça en fait que je voulais pas que tu le dises. Non mais j'allais pas le dire cette fois. Bon, voilà, c'est fait. Non mais donc comment vas-tu à part ça? Sensible quand même. Sensible. Voilà. Ok. Je crois que tu l'as vexé. Non. On ne se vexe pas, non. Pas comme ça. Non, BVOP. Allez. Balancez vos ondes positives. Positives. Tu mets 10 minutes de blanc. Là, je vais couper. Allez. Place à nos 2 premières intervenantes. Tout d'abord, Nathalie Gilly. Quel est le sujet que vous allez aborder, gentes dames? Eh bien, je vais vous parler de développement tout sauf perso aujourd'hui. Tout sauf perso, merci Nathalie. Ensuite, Valérie Malice. Eh bien, moi, je vais vous parler de la légitimité. Merci Val. Alors, Nathalie va lever le voile sur un aspect de nos coulisses qui la fait réagir. Balancez vos ondes positives. Exactement, puisque dans notre conférence de rédaction, Marc, il a à cœur qu'il y ait un équilibre entre les sujets dits de société et ce qu'il qualifie de développement personnel. Mes missions ocytocine se trouvent dans la 2e catégorie. Et cette étiquette, elle m'embête, elle me gratte, elle me dérange. Et comme toujours avec les irritants, j'ai décidé de regarder ce que ça vient réveiller chez moi. Développement personnel. Je joue pas perso, moi. Je joue collectif. J'ai toujours fait. C'est grâce à mon travail sur la gouvernance partagée et la facilitation que je me suis rendu compte que les limites d'un collectif étaient souvent celles des individus qui le composent.
Cette prise de conscience m'a donné envie de me former au coaching, puis à l'approche psychocorporelle, à la supervision, au cœur de ce parcours, l'exploration et l'adaptation de ma propre posture. Jamais, au grand jamais, je n'ai eu l'impression de faire du développement personnel. Pour la simple et bonne raison que je ne me conçois pas en dehors d'un système. Mon évolution individuelle a des effets directs et indirects sur toutes les personnes que je côtoie, sur tous les systèmes où j'évolue. C'est ce que décrit la systémique. Tous les éléments d'un système sont reliés les uns aux autres, et si l'un d'entre eux bouge, tout bouge. J'aurais normalement ici quelques billes disposées sur ma main que j'ai oubliées à la maison. Mais si elles étaient là, j'en déplacerais une, et vous verriez que tout le système s'adapte. L'un des exemples bien connus de ce principe, c'est l'effet papillon, qui est cher à Steph. Suite à une réaction en chaîne, un battement d'aile peut créer un ouragan à l'autre bout de la planète. Commencez-vous à entrevoir à quel point il me paraît impensable de me développer personnellement. Le changement commence par moi, bien sûr, et j'espère de tout cœur qu'il ne va pas s'arrêter là. Je ne parle pas de développement personnel. Je préfère parler de posture juste. À l'instar de Thierry Janssen, qui a fondé l'école du même nom. J'ai une question qui guide mes actions en permanence, qu'elles soient quotidiennes, importantes, anecdotiques ou change-vie. Qu'est-ce qui est juste pour moi, pour les autres et pour le monde ? C'est pas rien, hein ? Parfois c'est évident, parfois c'est complexe. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être Gandhi, d'autres où je me rétame lamentablement. Et dans tous les cas, j'influence les systèmes où j'évolue avec plus ou moins de grâce et beaucoup de tendresse quand j'arrive pas à trouver la justesse dont je rêve. La posture juste, c'est le travail d'une vie. Et mes missions ocytocines n'ont pas d'autre ambition que de vous inviter à y goûter. Pour relever celle du jour, je vous propose de lister les systèmes auxquels vous participez de près et de loin, et à imaginer les impacts possibles si vous changiez ne serait-ce qu'une petite chose dans votre façon de fonctionner, pour vous rapprocher de la posture juste. Pour vous, les autres et le monde. Amusez-vous. Créez vos réactions en chaîne et rêvez avec moi à ce qui se passerait au niveau sociétal si nous mettions toutes et tous cette posture juste au cœur de nos actions. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, Steph. J'avais envie de réagir, Nathalie. C'est vrai que ce terme de développement personnel, il est super galvaudé et il en devient agaçant parce qu'on l'utilise à toutes les sauces. Et ce que tu exprimes là, je trouve qu'en fait, c'est assez représentatif de ce que j'ai voulu faire aussi dans la série podcast L'Instant Papillon, où j'explore donc l'humain en transition écologique et sociale et où je peux constater, en allant à la rencontre des gens que j'interviewe, qu'il y a cette volonté de transformation personnelle, mais dans l'idée de marcher autrement dans le monde. Mais c'est une dynamique qui ne va pas que dans ce sens-là, en fait. Ce n'est pas que moi qui me change pour changer le monde, c'est parfois le monde qui me change aussi. Pour moi, il y a un éternel aller-retour, en fait, entre l'extérieur et l'intérieur, l'intérieur et l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'on a une espèce on assiste, je crois, à une volonté de transformation intérieure, mais avec une espèce de militance, attachée à une espèce de militance pour un monde plus souhaitable, en fait. C'est le système, hein. Je bouge, tu bouges, nous bougeons. En avant, les amis. Développement relationnel, ça te va mieux ? Moi, j'aime bien la posture juste. C'est vraiment ce truc d'imaginer qu'est-ce qui est juste, mais dans le système, puisque personne n'est une île, hein. Ok. Quelqu'un veut encore réagir, Val ? Ça me fait poser la question quand même sur la justesse du coup, tu vois, parce que c'est quoi juste ? C'est juste pour qui, pourquoi ? Oui, on va le regarder par rapport au système, mais en même temps, ça peut paraître juste à mes yeux et ne pas l'être au tien. Et pourtant. Et c'est là l'immense défi de la justesse, c'est d'arriver à trouver cet équilibre. Et c'est là que je dis que parfois on choisit la moins mauvaise solution. Mais c'est d'arriver à justement, ma liberté commence où s'arrête celle des autres. Et donc d'arriver à se dire, tu vas y être sensible, Vince, c'est mes ressources, les ressources des autres. Et comment trouver ce qui est juste par rapport aux limites. C'est ouf parce que depuis tout à l'heure je vous écoute et je suis en train de revoir toute ma vie défiler en me reposant plein de questions, en me disant mais waouh, vous allez loin dans le sujet, c'est bien, c'est chouette. Petite réaction, Nathalie, tu as dit un mot qui m'intéresse qui est le mot équilibre et ça fait écho à un post que j'ai vu de toi, Marc, justement sur LinkedIn où en tout cas moi ça m'a beaucoup parlé parce que la dernière phrase c'était quelque chose du genre il ne s'agit pas de vouloir absolument être stable mais de trouver un équilibre et ça m'a beaucoup touchée parce que dans mes aventures
aventures de vie personnelle, professionnelle, souvent je me prends un peu le jugement de Emna, t'es instable. Tu changes de boulot, tu changes de ville, tu changes de ceci, tu changes de cela. Et ça m'a toujours un peu blessée. Et quand j'ai lu ce truc, ça m'a vraiment apaisé, ça m'a fait du bien. J'ai beaucoup aimé cette notion de c'est pas la stabilité, c'est l'équilibre. Peut-être que tu veux rebondir là-dessus, Marc. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup t'entendre à ce sujet parce que je trouve ça très intéressant. Écoute, ça demanderait une longue. Alors je vous raconte pas ma méditation de ce jour-là, mais j'ai effectivement médité sur l'équilibre et le fait que nous sommes toujours ombre et lumière. On est doute et certitude en permanence, et on cherche en permanence aussi son fil conducteur. Et ce fil conducteur, on est sur ce fil des équilibristes en permanence à la recherche du meilleur équilibre possible. Et quand je t'entends, Nat, en fait, je comprends cet agacement que tu as par rapport au développement personnel. On n'est plus là-dedans. On est dans un développement relationnel, on est dans un développement systémique qui permet à chacun de tenter de trouver sa meilleure place aussi dans un système qui n'arrête pas de bouger. Oui, et c'est même cette notion aussi de développement qui colle aussi. Moi, j'entends derrière toutes les injonctions de consommer, tu vois, de se développer, de consommation. Exact. Pour moi, on est plutôt c'est pour ça que j'aime bien la posture, parce qu'il y a cette notion de je me situe plus que j'essaye de me développer. Moi, j'essaie pas de me développer. J'évolue du mieux que je peux. Mais on voulait t'en parler justement. Non, mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que dans le développement, il y a un peu cette notion d'avancer, alors que dans la posture juste, c'est plus être juste soi et évolue dans ta posture. Mais dans le développement, il y a un peu une attente comme ça de tu dois te développer. Deviens la meilleure version de toi-même. C'est intéressant. On va passer plein, tu sais quoi, on va passer plein d'expressions qui existent. Non, mais en plus, je suis coach, genre les gens me les renvoient dans la figure hyper régulièrement. Je fais, mais non, moi, je ne souscris pas à ça. D'accord, ok. Voilà. Et toi? Oui, finalement, ça s'est mis là entre vous deux, mais j'aime bien, moi, la curiosité, parce qu'il y a une part de... l'humilité, c'est un gros terme aussi, qui veut dire tout et n'importe quoi, mais en fait, d'avoir une posture juste pour être curieux de soi-même et trouver sa place. Et apprendre de soi pour avoir la juste place. Et donc, j'aime bien le côté curiosité dans les chroniques, j'en parle beaucoup. Oui, Emna. Marc, tu nous feras une chronique un jour ? Écoute, dans 15 jours. Dans 15 jours, je vous fais une chronique. Yes. Tu promets, c'est vrai? Oui, dans 15 jours. Merci Marc. Promis. Quel bon teasing pour la prochaine. En exclusivité, retrouvez-nous. C'est quoi la date? C'est le 18-19 mars? 18 mars. Allez, retrouvez-nous le 18 mars pour une chronique exceptionnelle de Marc Bossem. Ça, c'est un bon teasing. Merci Nathalie. Allez, notre chroniqueuse suivante, Valérie. Valérie, aujourd'hui, tu poses un diagnostic sur un syndrome qui s'invite sans prévenir. Quel est-il donc? Balancez vos ondes positives. Avant de parler du syndrome, je vais un peu remettre le contexte. Vous entendez une émission radio avec une impression que tout coule de source, que c'est fluide, que nous sommes juste une bande de potes qui parlons au micro de sujets qui nous touchent, nous font vibrer et que nous avons envie de partager avec vous, à la fois pour le plaisir du partage et l'envie de balancer des ondes positives. D'un regard extérieur, ça semble simple. Et pourtant, je n'ai jamais pensé qu'une émission de radio se préparait autant, qu'elle était à ce point scriptée, ordonnancée, ajustée, travaillée. Je suis une personne a priori organisée, mais là, je vous avoue que je découvre un peu plus chaque jour les dessous de la radio et j'en suis étonnée. Afin de laisser la place à la surprise et à l'improvisation, eh bien, en fait, tout se prépare. Si je vous raconte ce contexte, c'est parce que j'ai eu un énorme sourire lors de notre première réunion de rédaction. Est-ce que Marc est d'accord? Tu veux vraiment casser le mythe? Non, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Tout se prépare, totalement. Après, quand on est bien préparé, on peut improviser. C'est ce que le maître m'a appris. C'est vrai, la meilleure spontanéité est celle qui se prépare. D'ailleurs, c'est la journée mondiale de l'impro aujourd'hui. C'est vrai? Oui, tout à fait. Ah oui? Ok, d'accord. On est d'accord. Ok. Merci, ça va pas. Ça fait partie du script, c'est bon, c'est ok. Maintenant, je suis à l'aise. Bref, dans ce comité de réunion de rédaction, je me suis sentie un peu moins seule dans l'univers de la radio et surtout, j'ai découvert que la plupart d'entre nous véhiculions le même syndrome. Vous savez, celui qui fait naître cette petite voix au fond de nous pour nous dire que nous ne sommes pas l'experte, pas la bonne personne, qu'il y a certainement quelqu'un de plus compétent que nous pour aborder tel ou tel sujet. Oui, je l'ai nommé, le syndrome de l'imposteur. Ah, ce syndrome, ce sentiment que nous avons l'art d'auto-entretenir, celui qui nous fait douter de nous-mêmes, de nos compétences, et qui persiste malgré nos succès et la reconnaissance externe.
J'ai été piquée de curiosité pour comprendre d'où il venait, ce syndrome. Et merci Internet pour la recherche facilitée. Ça me change de mon vieux dictionnaire à des encyclopédies. Ce sont 2 femmes psychologues cliniciennes, Pauline Rose-Clance et Suzanne Imes, qui mettront les mots sur ce phénomène en 1978. En somme, un phénomène assez jeune. Selon leurs études, 60 à 70% des personnes doutent à un moment ou à un autre de leur carrière, de la réalité ou de la légitimité de leur succès. Une des causes de ce syndrome viendrait de notre société et plus précisément de son fonctionnement et des valeurs très individualistes qui nous incitent à la compétition, à la comparaison aux autres et à l'établissement a priori et dans nos croyances de normes absolues telles que celles qu'il faut pour être heureux. Autrement dit, pour être heureux, il faut être le meilleur, le plus ceci ou la plus cela. Ces soi-disant normes nous font croire que, pour être qui nous sommes, nous devons donc avoir toutes les compétences et les connaissances nécessaires. Retour en réunion de rédaction. Je réalise que potentiellement nous avons pour la plupart été éduqués dans le même environnement social et sociétal, qui nous a appris à nous comparer aux autres et finalement, au cours d'une réunion entre potes pour préparer une émission de radio, chacun dans son fort intérieur se pose la question de la légitimité pour aborder un sujet ou un autre en pensant simplement que les copains de radio sont plus experts. Eh bien, vous savez quoi, les amis? Ça m'a fait du bien de savoir que je n'étais pas la seule à me poser la question. Je me suis sentie plus légère, plus libre, avec un sentiment d'appartenance à la même tribu, celle qui se questionne sur sa légitimité. Et au milieu de toutes ces questions, il y a un rédac-chef qui rassure, qui écoute, qui note les éléments verbalisés et visibles et aussi les éléments invisibles. Il capture ces non-dits et il nous invite à croire en nous, à prendre notre place, à être ancrés dans nos messages et dans ce que nous portons. Alors, petit syndrome de l'imposteur, aujourd'hui, nous avons choisi de te dire bye bye et de revenir avec qui nous sommes, les sujets qui nous animent et de balancer nos ondes positives afin d'infuser de l'optimisme et faire que nos vies et la vie des auditrices et des auditeurs soient belles. À votre tour, qui nous écoutez, osez donner de temps en temps un joli coup de pied à ce syndrome quand il s'invite à votre table. Osez balancer certaines normes et prendre votre place en légèreté. Merci Val. Caro. Oui, mais l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, je le connais bien. Je me suis souvent sentie comme ça. Et j'ai récemment appris un mot. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire être slasheuse, slasher. Oui, voilà. Non. Mais moi, je ne savais pas. Ça veut dire quoi? Explique. Ouais. Mais être slasheuse, ça veut dire quelqu'un qui fait plein de différents métiers en même temps. On peut appeler ça multicasquette, multipotentiel, etc. Et en fait, j'ai enfin su me qualifier en tant que slasheuse, mais j'ai l'impression qu'en tant que slasheuse, on a souvent ce sentiment de l'imposteur parce qu'on ne fait pas une chose très très bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas spécialiste de quelque chose, mais on est spécialiste de ne pas être spécialiste d'une certaine manière. On touche un peu à tout. Et bien en fait, maintenant, quand j'ai l'impression d'être un imposteur, je me pose toujours une question. Est-ce que j'ai potentiellement quelque chose à apporter à quelqu'un qui en sait moins que moi à propos du métier, du thème ou... Et la réponse est toujours oui. Parce que... Répète, si tu veux bien, ta question. Oui, la question c'est... Est-ce que j'ai potentiellement quelque chose à apporter à quelqu'un qui en sait moins que moi à propos du sujet? Et la réponse est toujours oui. Parce qu'on peut être imposteur pour l'un et expert pour l'autre. Et il y a tant de niveaux de spécialisation dans tous les secteurs que ce soit, qu'il y a toujours un public pour chaque niveau de connaissance, en fait. Donc, j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur, finalement, c'est vraiment une illusion. Parce qu'on va attirer à nous le public qui nous correspond à nos connaissances. Merci, Caro. Isa. Ouais, moi, ça me fait beaucoup écho parce qu'avec une amie, justement, on organisait un atelier autour de ce fameux syndrome de l'imposteur. Et elle m'a proposé de l'organiser avec elle. Et avant de préparer cet atelier, je lui ai dit, mais d'où est-ce que je serais légitime de faire un truc pareil sur ce syndrome? Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach. Le syndrome de l'imposteur pour faire un atelier sur le syndrome de l'imposteur. Et elle m'a dit cette fameuse phrase qui m'a marquée. À partir de quand est-ce que tu donnes la légitimité à quelqu'un d'autre de savoir si tu es une imposteuse ou pas? Et ça m'a assez marquée parce qu'en fait, on se dit, est-ce que je suis légitime, est-ce que je ne suis pas? Mais à partir de quand est-ce que l'autre est légitime à nous estimer légitimes? Emna?
Ouais, réaction par rapport à ta chronique, donc Valérie, je me suis aussi posé la question et j'ai décidé de prendre la chose sous l'angle suivant, c'est-à-dire que dans le cadre de BVOP, je suis plus là pour faire un partage d'expérience. Quand j'apprends une nouvelle chose, j'ai envie de la partager. D'ailleurs, il y a un mouvement qui s'appelle, sur LinkedIn entre autres, en tout cas que j'ai vu passer un jour, qui s'appelle Build in Public, en anglais, donc construire en public, quoi. Et en gros, au fur et à mesure que tu apprends des choses, tu les partages et t'attends pas d'être l'expert pour pouvoir enfin prendre la parole. Donc ça, c'est une posture qu'on choisit d'adopter. Et il y en a qui vont nous suivre pour ça parce qu'ils sont au même niveau, et tant mieux. Et puis il y a des gens qui sont plus avancés, et ça les intéresse pas de nous suivre parce que eux sont plus avancés. Donc ça, c'est une chose. Et je voulais aussi revenir par rapport à ce que tu disais, Caro, par rapport au fait qu'il y a le spécialiste versus généraliste. Moi, avant, je me considérais vraiment comme une généraliste, et je pense qu'à l'intérieur de moi, je le suis aussi, un peu slasheuse, etc. Mais j'ai aussi pris le parti de me présenter aussi en tant que spécialiste pour un certain domaine, parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est plus facile pour les gens de nous mettre dans une case, et ça leur donne une porte d'entrée. Et après, ils se rendent compte, ah oui, en fait, elle sait aussi faire ça et ça et ça. Et j'ai quand même envie de dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais la société dans laquelle on vit, le système dans lequel on vit, nous force un petit peu à être des spécialistes. Et je dis ça aussi parce que récemment, il y a à peine quelques jours, il y a une annonce qui a été faite par rapport au nouvel algorithme de LinkedIn, donc ce réseau social pour les professionnels, où à partir de maintenant, ils ont dit on va vraiment mettre en avant les postes de spécialistes ou sur un sujet spécifique. Et donc la société nous pousse vraiment vers ça. Donc c'est comme ça. Et moi, mon positionnement, c'est de dire je sais que je suis une généraliste, je sais que j'aime plein de choses, mais c'est peut-être plus facile aussi de se présenter en tant que spécialiste d'un truc, et on sait tous que derrière il y a d'autres trucs, mais voilà. Merci Emna. Nat? Oui, alors un petit truc tout simple pour s'éloigner de ce syndrome, c'est de vous dire que les imposteurs ne se demandent pas s'ils sont des imposteurs. Oui, moi c'est ça que je voulais dire aussi, l'énergie et le temps qu'on perd avec notre syndrome de l'imposteur. En fait, moi je me dis toujours, mais le culot des vrais imposteurs, ils se posent aucune question. Moi c'est plutôt vis-à-vis d'eux que il y aurait du travail à mon avis. Merci beaucoup, merci pour vos réactions. Alors, pour suivre, deuxième tour avec d'abord Romain Gousseau. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? J'ai été voir une solution au coin de la rue et j'ai été au bazar de Singa. Au bazar de Singa, tu nous expliqueras. Ensuite, Isabelle de Mailleux. Je vais vous parler du bisounours. C'est quoi et est-ce qu'il a une place dans notre société? Merci Isabelle. Enfin, dans ce deuxième plateau, Édouard, de quoi vas-tu nous parler? Et si la fiction était bien réelle? Ok, merci beaucoup. Alors Romain, donc tu as été dans ton bazar. Tu vas nous emmener, en tout cas tu nous as amené d'autres voix dans BVOP. Tu as récolté quelques témoignages donc positifs au coin de cette rue et sans doute pas loin du bazar. Balancez vos ondes positives. La dernière fois, je vous ai parlé de migration et d'inclusion, et vu que c'est un sujet qui reste non-stop dans l'actualité, je veux remettre une couche d'optimisme sur ce sujet complexe. Mais plutôt que de repartir dans un nouveau tour d'Europe des solutions, cette fois, j'ai été au coin de la rue voir ce qui marche ici à Bruxelles. Lundi passé, j'ai donc visité l'ASBL Singa, qui crée des espaces de rencontre entre nouveaux arrivants et bruxellois. Chez Singa, les nouveaux arrivants, ce ne sont pas les expats ou le dernier PDG français venu faire un tour chez nous pour raisons fiscales. Mais ce sont plutôt les demandeurs d'asile, les personnes réfugiées ou sans papier, qui ont du mal à trouver une place dans leur nouvelle ville ou simplement à rencontrer des locaux. Pour vraiment comprendre comment ils font bouger les choses, j'ai donc participé à un bazar, qui est l'activité phare de Singa, organisée 2 fois par semaine pour créer du lien. J'ai poussé la porte de leurs locaux à Ixelles et j'ai directement atterri dans une atmosphère chaleureuse avec une trentaine de personnes, chacune en train de discuter, de chiller autour d'un jeu, de boire un thé, de se défier au ping-pong ou encore de danser sur un air de salsa. Là-bas, j'ai rencontré Fanny, qui est en charge des activités chez Singa et qui nous parle du problème qu'ils veulent résoudre. On l'écoute. C'est quoi le problème auquel on essaye de répondre? C'est ce manque de rencontres et ce manque de lien social qu'il y a entre des personnes qui arrivent ici à Bruxelles, en Belgique, et des personnes qui vivent ici depuis des années et qui ont en fait des clés, qui ont les codes socioculturels, qui ont le réseau, qui ont des personnes qui connaissent tout simplement. Je te donne un exemple très concret. Toi, tu as forcément un oncle, une tante ou un voisin qui a bon plan pour emprunter des outils. Et voilà, c'est tout simplement ça. Tu rencontres du monde et c'est la rencontre et la création de liens qui créent ça. Et donc dans ce joyeux bazar, on rencontre autant d'habitués que de curieux venus pour la première fois. J'ai du coup aussi parlé à Azad, un jeune Afghan arrivé en Belgique il y a déjà 4 ans. Et s'il y a des gens partout,
Il y a des nouveaux arrivants, il y a des Bruxellois, il y a aussi des gens qui viennent de pays européens, des autres pays européens. Ici, on peut trouver tout, en fait. Pour la petite histoire, Azad a découvert le ping-pong au Bazar et est maintenant presque pro et donne lui-même des cours aux Bruxellois. Et vous entendez sur l'audio un peu l'ambiance qu'il y a dans le Bazar. Et si vous voulez voir un peu plus près à quoi ça ressemble, j'ai aussi tourné une vidéo que vous pouvez trouver sur Média qui s'appelle What Now et qui est disponible sur YouTube, et je mettrai le lien en chronique. Il faut savoir aussi que Singa, c'est donc le Bazar, mais il y a aussi le programme Comme à la maison, calme en raccourci, qui propose d'arranger des colocations solidaires plutôt que de trouver quelqu'un random au hasard sur un groupe Facebook ou autre. Avec Singa, vous pouvez aussi devenir un buddy et être mis en contact avec un nouvel arrivant d'Ukraine, d'Afghanistan, de Syrie ou d'ailleurs, et faire quelques activités ensemble ou juste découvrir la culture de l'autre. Pour vous motiver à agir, je laisse encore une fois la parole à Fanny. Vraiment quelque chose de très simple, c'est juste de s'intéresser à l'autre. Et alors je te dirais de venir participer à Singa, tout simplement, de passer le pas, soit de la porte de la serre, soit de la porte de toutes les activités qu'on crée, soit de la porte de notre bureau. En fait, vraiment, l'idée c'est vraiment ça, c'est de passer le pas, de rencontrer les autres, mais pas que dans Singa en fait. À tout moment, juste de s'intéresser à l'autre et de passer cette frontière invisible. Comme elle dit, c'est tout simple, à vous de jouer maintenant. Et pour ma part, je vais continuer à explorer les bonnes idées partout en Europe et à poser des questions à ceux et celles qui les mettent en œuvre juste à côté de chez nous. Et rendez-vous évidemment au prochain Bazar lundi. Merci Romain, merci beaucoup. Vince, tu voulais... J'adore le fait que tu parles de ça, parce que souvent, et encore il n'y a pas très longtemps, il y a, je pense, un immeuble qui a été évacué. J'ai vu sur les réseaux sociaux, immeuble de migrants évacués, alors que ce sont des gens qui ou alors fuient la guerre, et parfois des grands diplômés là-dedans, qui malheureusement n'arrivent pas, n'ont pas l'équivalence. Et c'est dingue parce qu'on sent déjà qu'à l'échelle belge, européenne, occidentale, il y a un plafond de verre quand on est né ici. Mais alors, imaginons qu'on a immigré pour des raisons de conflit, de guerre ou alors de changement climatique. C'est plus un plafond de verre, c'est un plafond en métal qu'il faut traverser. Et ce genre d'initiative, je trouve qu'il mélange les gens, ça me fait du bien d'entendre ça. Et je trouve qu'on devrait le dire davantage, parce qu'on voit souvent le migrant comme quelqu'un qui vient d'un milieu où, dans le désert, avec des bâtiments en briques, un peu détruits, etc. Vraiment, ils sont déshumanisés, on les prend pour des moins que rien. Et avoir le passage du gars qui dit ah ben voilà, c'est trop cool, et qui apprend le ping-pong, mais ça montre et ça permet de se rappeler que ça reste des êtres humains à travers, au-delà du traitement médiatique et du traitement des réseaux sociaux qu'on fait de ces gens-là. Donc ça fait du bien, et ça m'a même donné envie, pendant que j'étais en train de te filmer, justement d'aller rendre une petite visite là-bas et brancher la petite PlayStation et taper des matchs à FIFA. Je suis sûr qu'ils sont doués. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, c'est donc de 18h à 20h tous les lundis à la Serre, donc c'est rue Gré-Excel, et tous les mercredis de 18 à 20h à la Maison des Cultures de Molenbeek. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est important. Et donc si on peut trouver toutes les coordonnées Singa sur les réseaux, ils ont leur site. Une fois que vous êtes allé pour une première fois, vous êtes dans leur groupe WhatsApp et ils vous envoient toutes les activités. Et tu écris comment, Singa ? S-I-N-G-A, et en fait, ça veut dire le lien en lingala, qui est donc une langue du Congo. Donc c'est le lien, et évidemment, c'est ce qu'ils font. Singa, ok, super. Édouard ? Oui, et c'est vrai que c'est essentiel d'avoir ce genre d'initiative, parce qu'il y a tellement de préjugés. Comme tu dis, un immeuble de migrants, enfin, il y a tout un... Un nid à terroristes. Il y a vraiment un égrégore là-dessus qui est très triste, parce que dans WeShift, j'avais interviewé un réfugié syrien, qui s'est fait prendre un obus sur sa maison, où il avait mis toutes ses économies, et lui était ingénieur et donc diplômé universitaire, qui était devenu entrepreneur, et il y avait plusieurs entreprises en Syrie, et il a tout perdu, toutes ses économies, et c'est un homme d'affaires, j'ai envie de dire, qu'on pourrait qualifier d'européen ou occidental, et il a dû venir s'installer en Allemagne, et donc grâce, je pense, à des initiatives comme Singa, ça leur permet de pouvoir renaître à quelque chose qui leur correspond dans leur pays d'origine. Val. Je pense qu'en fait, on est tous migrants pour quelqu'un, et on a tous des migrants autour de nous. Parce que pour ma part, quand je t'écoutais dans ta chronique, je me suis dit, quand j'ai déménagé à 150 km de chez moi, enfin de là où vit ma famille, je ne savais pas non plus où aller emprunter un taille-haie vis-à-vis des voisins, etc. Et pour moi, il y a vraiment ce côté de se dire, au-delà de la nationalité, de la race ou de l'ethnie, on est tous le migrant de quelqu'un. Et tendre la main, c'est la seule chose qu'on puisse faire, je pense. Voilà. Merci Val, merci pour ce sujet, Romain.
Isa, quand une initiative est positive, elle se fait parfois traiter de bisounours. On a vécu. Hein. Est-ce que ce bisounours a une place dans une société comme la nôtre ? Balancez vos ondes positives. Ben écoute, Marc, je suis contente que tu me poses la question parce que comme tu dis, on l'a vécu, on le vit. Dis Isa, c'est pas un peu bisounours votre initiative, là, balancez vos ondes positives ? Et il y a peu, je me serais justifiée. Je t'aurais dit, mais non, pas du tout, c'est du journalisme constructif, de solutions, qui se veut être optimiste, peu importe la thématique abordée. Nous ne nions pas la réalité, nous offrons juste plus de lumière au tableau, car l'un des côtés de la vie semble être oublié dans les médias traditionnels. Et cette question du bisounours, elle me taraude depuis longtemps. Parce que depuis la création de New Smile, un média qui se veut être positif et inspirant, c'est une des premières questions que les journalistes me posent. Ouais, mais dites, c'est pas un peu bisounours ça comme vision ? Et je trouvais pas de réponse à la hauteur de mes convictions. Puis un jour, je t'ai interviewé, Marc. C'était la première fois qu'on se rencontrait. C'était aussi la première fois que je me retrouvais face à un patron de médias qui partageait ma vision du journalisme. Et cette fois-ci, c'était moi la journaliste qui posait les questions. Dis Marc, c'est pas un peu bisounours ça comme vision ? Ouais. Et là, Marc m'a regardé droit dans les yeux et m'a posé la question suivante. Isa, c'est quoi un bisounours pour toi ? Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser la même question à toi qui nous écoutes. C'est quoi un bisounours pour toi ? Pour Marc, pour moi, un bisounours, c'est lié à l'amour, à la bienveillance et à la gentillesse. Maintenant, j'ai envie de te poser une deuxième question. De quoi un être humain a-t-il besoin dans son quotidien ? L'amour, la gentillesse et la bienveillance ne seraient-ils pas les ingrédients nécessaires, voire indispensables à la construction d'un monde meilleur ? Tu vas me dire, c'est bien gentil ma cocotte, mais c'est pas la réalité du monde, ça. Et tu as raison. Le monde n'est pas entièrement peuplé de personnes bienveillantes, gentilles, aimantes. Alors, est-ce que c'est une utopie de vouloir créer ou de vouloir raconter le monde différemment ? Peut-être que oui. Mais j'ai envie de t'inviter alors à lire Utopie réaliste de Rutger, j'ai jamais réussi à le dire, Rutger Bregman. Dans ce livre, il nous démontre via des exemples concrets et des études scientifiques comment l'utopie a fait évoluer, voire a révolutionné l'humanité. J'ai envie aujourd'hui de te citer 2 exemples de son livre. Le premier, c'est sa proposition de revenu universel pour éradiquer la pauvreté. Alors on pourrait avoir un long débat, oui mais non, quand même, il y a des profiteurs, etc., etc. L'auteur nous invite à nous replonger dans une expérience faite au Canada et nous pencher sur ses résultats. En 1974, dans une petite ville appelée Dauphin au Canada, le revenu universel y a été instauré. Cette ville était appelée la ville sans pauvreté. Et la pauvreté y fut éradiquée. Cette expérience, elle a duré quand même 4 ans, ce qui n'est pas rien. Des économistes, des anthropologues, des sociologues se sont rendus sur place. Et ils se sont mis à étudier ces effets. Les résultats de cette étude furent un réel succès. Les coûts de santé avaient diminué, le taux de criminalité aussi. Les enfants avaient de meilleurs résultats à l'école, les problèmes de santé mentale avaient baissé et le taux de violence à la maison aussi. Ça fait quand même beaucoup. Malheureusement, après 4 ans, plus de budget, fin d'études, nouveau, je ne vais pas dire gouvernement, je ne sais pas comment on dit là-bas, mais l'étude s'est arrêtée. Mais ça nous démontre quand même concrètement qu'est-ce qui peut se passer. Deuxième proposition de l'auteur, c'est d'avoir une semaine de travail de 15 heures. Ça nous permettrait de réduire de moitié nos émissions de carbone. Vince, allô ? Carbone ? On a dit carbone ? Je vais en parler après. Tu ne me rateras pas. Combattre les dépressions et le stress, grand fléau de notre société actuelle. Combattre les inégalités entre les sexes, tout comme les inégalités financières. Mais aussi de dégager du temps pour mieux s'occuper de nos enfants, de nos aînés, faire du volontariat, participer à l'économie locale. Lors d'une interview, Rutger Bregman... Wow. On y est presque. Rutger Bregman. L'auteur du livre Utopie réaliste, dont je vous parle, a dit « Si vous voulez vraiment changer le monde, soyez autant déraisonnable et irréaliste que possible. Tout ce à quoi nous sommes habitués aujourd'hui, comme la démocratie, la fin de l'esclavage, ce n'était que des idées folles à l'époque. Et c'est ça le progrès, venir avec des idées folles et essayer de faire que l'irréalisable soit possible et que l'impossible soit l'inévitable. » Alors maintenant, j'ai envie de vous poser une 3e et dernière question. Quelle idée folle allez-vous mettre en place dès aujourd'hui ?
Merci Isa. Waouh. Alors, je propose qu'on mette des vidéos d'ailleurs dans BVOP, voilà. Mais des caméras vidéo, comme ça évitera qu'on attrape des crampes et des tendinites. Et ça, c'est une idée folle, tiens. C'est une bonne idée, Nat. Moi, je rebondis, Isa, parce que on me dit souvent, moi, que je suis bisounours. Et en fait, moi, il y a une de mes croyances fondamentales qui est la suivante, je vous l'offre. Projeter sa réalité, c'est la créer. Et j'ai toujours la chance. Et c'est dingue parce que j'ai toujours de la chance. Il n'y a pas 2 jours, j'étais dans le Rapido à Walibi, j'ai perdu ma pince à cheveux, j'ai gardé qu'une moitié, j'étais triste. Et j'arrive à la sortie et ma fille me tient l'autre moitié de la pince à cheveux. Bon alors, ça n'a peut-être rien à voir, mais il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. Je crois que fondamentalement, le fait que j'émette beaucoup d'amour dans le monde, eh ben j'en reçois aussi beaucoup. Et alors, ça peut paraître bisounours, mais je m'en fous parce que je suis tellement heureuse. Tu en parlais la dernière fois, on attire ce qu'on rayonne. Exactement, Marc. Merci. Envoyez des bisous. Merci Nat. Emna. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu as dit, Isa, par rapport au fait qu'il y a quelques dizaines ou centaines d'années, la démocratie ou la fin de l'esclavage, c'était quelque chose de complètement inimaginable et qu'en fait... Enfin, moi, ça m'a vraiment touchée, en fait. Et donc, oui, ça me pousse à dire bah ouais, tant pis si les gens disent que c'est complètement débile ou que c'est complètement fou ou que c'est complètement utopique. C'est un beau message d'espoir. Donc, merci pour ça. Édouard, alors, tu vas nous parler d'une vision bien à toi, d'apprendre à comprendre l'être humain. Tu m'as dit que tout avait commencé pour toi avec un classique de Disney dans la savane. On devine ce que c'est. Jusqu'à jusqu'à aujourd'hui te retrouver dans les contrées du Canada au 19e siècle sur Netflix. Alors raconte-nous ces personnages fictifs à la recherche de ton personnage. Balancez vos ondes positives. C'est dans ma vingtaine que je me suis rendu compte qu'en réalité, j'utilisais activement ces histoires dites fictives pour nettoyer des traumatismes émotionnels vécus dans mon enfance. Et entre nous, rien de nouveau sous le soleil, c'est bien comme cela que le théâtre grec était intentionnellement utilisé avec ce qu'on nomme la catharsis, qui est, et je cite le dictionnaire Robert, la purification de l'âme ou purgation des passions du spectateur par la terreur et la pitié qu'il éprouve devant le spectacle d'une destinée tragique. Aurions-nous donc oublié à quoi servent réellement le théâtre, ou le cinéma, ou l'art, ou cette soi-disant fiction ? Est-ce que ce que nous vivons comme émotion au travers d'un personnage ne serait-il pas profondément réel ? Personnellement, j'en suis sûr, mais je crois aussi que cela nous est plus facile de nous cacher derrière l'excuse de l'art. Je pense aussi que notre système éducatif est encore loin d'avoir trouvé la maturité nécessaire pour nous apprendre à communiquer calmement ce que l'on ressent. Parce qu'avant de communiquer ce que l'on ressent, c'est d'abord apprendre à comprendre ce que nos émotions témoignent de nous. Avec l'art du cinéma notamment, j'ai envie de nous inviter aujourd'hui à reprendre notre curiosité en main pour reconnecter directement avec le passé de ces émotions et ensuite pouvoir les transmettre à l'autre en construisant un avenir relationnel clair. Vous vous rendez compte que l'université de Berkeley a recensé 27 émotions différentes. Alors après la joie, la colère, la tristesse qu'on connaît tous, franchement, est-ce que vous pourriez en citer d'autres ? Il y a tant à découvrir en nous. C'est seulement il y a une dizaine d'années que je me suis vraiment rendu compte que ma fictive lâcheté avait été profondément courageuse lors de l'avant-première du film Le Roi Lion, quand j'avais 8 ans. C'est là que mon aventure émotionnelle de la vie a commencé lorsque Mufasa est assassiné par son frère Scar et que Scar culpabilise le petit Simba en lui disant « Pars, pars et ne reviens jamais ». Comme celui de Simba, c'est à ce moment-là que mon cœur d'enfant explose et que je suis transcendé par une puissance émotionnelle de tristesse si forte que je m'écroule discrètement en sanglots pendant le film et toutes les nuits qui ont suivi. Des rivières de larmes coulent sur mon visage. Le réalisateur a clairement réussi sa catharsis, à ce que je m'identifie à ce lionceau qui était le reflet de mon propre enfant intérieur. À l'image d'un barrage fêlé, ces eaux lâchées étaient le témoignage d'une souffrance vécue dans le passé et non encore évacuée. Ce sont seulement des années plus tard que je me suis rendu compte que ce film raconte mon histoire, au travers d'un père perdu que j'ai dû cacher pendant des dizaines d'années. Je vous le dis, et faites-en surtout votre propre expérience, les personnages de films ne sont pas fictifs. Ils s'adressent directement à votre inconscient. Alors je vous le demande, quel est votre film préféré ? Et qu'a-t-il à vous révéler ? Dernièrement, c'est la série sur Netflix Anne with an E,
qui résonne en moi. Comme j'ai pu le vivre enfant à l'image de ce père perdu, cette jeune orpheline a tellement vécu de traumatismes dans sa jeunesse que son imagination pétillante la protège à ne plus revivre ses blessures. Et c'est bien cette même imagination qui l'amène à vivre pleinement présente émotionnellement à ce qui est vécu dans l'instant pour presque éviter de vivre ses souvenirs. Quand je regarde la série, je m'associe intentionnellement à Anne pour apprendre de mes émotions, pour apprendre de la vie grâce à elle. Anne m'inspire à accueillir l'innocence d'une enfant qui m'amène à retrouver un regard poétique sur ce qu'est la vie dans sa plus pure simplicité. Et comme tous ces films que nous connaissons tels que Le Cercle des Poètes Disparus, Gladiator, À la poursuite du bonheur, Ratatouille ou encore Eat, Pray, Love avec Julia Roberts et tant d'autres films, je vous invite à revoir ces œuvres d'art en vous identifiant aux personnages principaux avec compassion et empathie pour apprendre à vous connaître et à reconnaître l'humanité en vous. Et, petit rappel, ce que vous apprenez de vous dans ces films ne s'arrête pas à l'histoire que vous venez de voir. Tout cela se prolonge au travers de votre partenaire, de vos enfants, de vos parents, de votre associé, de votre collègue, de la caissière ou caissier de votre supermarché, des animaux qui vous entourent, des victimes ou des bourreaux de la vie que vous croiserez aujourd'hui et demain. C'est bien en acceptant de temps à autre de se voir en tant que victime et bourreau de notre vie qu'on pourra se sauver mutuellement. Les épreuves de la vie nous renforcent en nous proposant de communiquer avec nos blessures, non plus au travers d'un film, mais au travers d'une discussion humble avec soi-même et avec l'autre sur ce qu'est le grand mystère de notre présence ici sur Terre. Allez, bande d'acteurs, les Oscars sont à vous. Amusons-nous sans prétention à nous prendre pour Simba, Scar ou Anne. De toute façon, tout ceci n'est qu'une grande pièce de théâtre à la quête de nous-mêmes. Merci Loire. Merci. Wow, incroyable. Vince. Incroyable. Ah, mais j'adore ce que tu as. Parce que je me suis beaucoup identifié aussi au Roi Lion. Yeah. Et forcément, à qui dans le Roi Lion, dis-nous? À Simba, forcément, parce que voilà, je voyais Mufasa, c'était comme mon père, et c'est drôle parce que voilà, il y a tellement de choses à raconter sur le Roi Lion. Soyez prête, comme cette chanson notamment. mais moi, ce que je trouve incroyable, parce que c'est aussi, tu vois, tu parlais d'archétypes en fait, d'archétypes psychosociaux. Chaque personnage représente quelque chose, des choses de notre vie. C'est une amplification de nos aventures de vie qu'on se dit, ah tiens, il y a peut-être des gens qui se disent, un réalisateur ou un écrivain qui se dit, bah tiens, on va prendre cette histoire. La fois où j'ai divorcé avec ma femme et que je suis tombé sur l'amour et finalement non, la personne que j'aime vraiment c'est ma femme et que l'autre personne va mettre dans la merde, ça fait plein de films en fait, ça raconte plein d'histoires ou plein de moments historiques aussi, parce que le Roi Lion pour moi c'est aussi une sorte de transposition des heures les plus sombres de notre histoire, hein, avec des pouvoirs qui ont été renversés. Ça c'est d'un point de vue un peu plus macro, mais moi j'adore ça parce que tu m'amènes même à un film comme Shrek. Dans lequel j'ai l'impression de voir une histoire d'amour et puis il y a toujours différents sens de lecture là derrière, mais dans lequel il est tellement possible de s'identifier au point que c'est génial, avec une bête rencontre dans la rue avec quelqu'un, ou alors que t'as attrapé le sac d'un voleur qui l'avait piqué. De là découle mais tellement de récits, de narrations, de livres, de littérature qu'on connaît tous ici. Et quand on prend 2 secondes le temps de s'arrêter, par exemple, je sais pas, sur un Marvel par exemple, un Captain America, et ben quand tu regardes les péripéties de chaque personnage, tu te dis, ah mais c'est drôle, ça se transpose littéralement sur quelque chose qui peut se passer vraiment dans la vie, quoi. Ton meilleur pote qui devient ton pire ennemi, par exemple. Après, finalement, à la fin, ouais, mais non, mais je suis ton pote. Sauf que ça se passe à base de super pouvoirs, etc. C'est la vie, des choses de la vie de tous les jours. Je trouve ça génial de le voir à travers ce sens-là. Merci, Vince. Nat? Oui, et moi, j'ai aussi envie de vous inviter à aller chercher ces médias, ces histoires qui vous font du bien, qui vous font vibrer. Anne Witheny, moi, ça a été aussi un coup de cœur absolu. Cette petite rouquine qui est à la fois tellement intelligente et qui parfois sait pas où se mettre. Je sais pas, ça a réveillé des trucs en moi. Mais j'ai soigné ma petite fille avec Anne et vraiment, j'ai vécu des moments magnifiques. Et j'ai envie de dire, allez chercher ces histoires-là. Allez chercher ce qui vous fait du bien, ce qui vous révèle, ce qui vous fait vibrer. Et ça résonne un peu avec ton histoire de bisounours, hein, Isa, mais on n'a pas le temps de s'emmerder à se faire chier. Allons plutôt chercher ce qui va nous permettre d'aller vers autre chose. Et moi, je regarde plus ces histoires qui font mal ou qui rendent triste ou qui me mettent sans dessus dessous. Mon amoureux regardait un truc avec un tueur en série récemment. Je suis là, mais je suis partie. Je suis partie parce qu'en fait, j'ai plutôt envie d'aller chercher ce qui m'élève plutôt que de ce qui me tire vers le bas. Voilà. Merci Nat. Emna. Oui, envie de réagir sur plusieurs choses, et je vais peut-être profiter aussi de ce que tu disais tout à l'heure, donc une série ou un film sur un tueur en série. En fait, moi j'ai remarqué que dans toutes les œuvres artistiques, que ce soit du théâtre, des films, des dessins animés, des BD, peu importe, il y a toujours une chose, c'est l'amour. Toujours.
Et parfois, c'est pas parce qu'en fait, on se dit c'est un film d'amour parce que c'est Love Actually ou je sais pas, ou c'est une histoire de couple. Mais non, en fait, l'amour est tout le temps là parce que le tueur en série. Pourquoi il est devenu tueur en série? Parce qu'il a un trauma, parce que peut-être que dans sa jeunesse, sa mère lui a pas donné l'amour qu'il avait besoin, etc., etc. Et donc bon, faut quand même un peu analyser. Mais je vous mets au défi de trouver une œuvre, en tout cas, ou un film, où il n'y a pas, quand on creuse un petit peu, où il n'y a pas un peu cette notion d'amour ou de manque d'amour. Mais en tout cas, il y a cette notion d'amour. Merci beaucoup pour cet échange. Pour terminer, troisième round, avec Vince Canté qui va nous raconter. Il y avait une goutte d'eau. On va parler d'eau aujourd'hui. Et pour l'anecdote, je voulais parler de bilan carbone et de crédit carbone avec les nouvelles lois européennes, un truc bien chiant. Et ben, il m'a envoyé un petit message, il m'a dit, dis, c'est quand que tu parles de l'eau que m'a envoyé Marc? Et je me suis dit, bon, on verra. Et puis finalement, là tout à l'heure, je me suis dit aujourd'hui. Voilà. Ok, merci beaucoup Vince. Et puis pour terminer, il y aura Emna Chaouch qui va nous raconter, nous dire. Moi, je vais vous parler du sommeil et je vais démonter des croyances par rapport au sommeil et je vais vous prouver qu'il est possible que l'avenir appartienne à ceux qui se lèvent tard. Trop cool, ça c'est bien. Ça, c'est génial. Vince et l'eau donc. Balancez vos ondes positives. Tu vas nous faire plonger dans les abysses. Ouais, est-ce que vous connaissez Kirikou? Ouais. Vous avez tous regardé Kirikou, on est d'accord? On n'est pas le droit. Non, Caro, t'as jamais vu Kirikou? Valérie non plus. Mais attends, mais c'est le petit garçon noir qui court tout nu. Ça te dit quelque chose avec la Caraba, la sorcière, maîtresse vénérée, avec les fétiches pour ça te dit rien? Il y a un moment qui m'a marqué dans Kirikou et auquel je pense à chaque fois, surtout aujourd'hui, on parle de problèmes de sécheresse. Vous savez qu'il y a eu une grosse sécheresse au niveau européen l'été dernier et que cette sécheresse, sachant ça, c'est son chef de chasse, c'est d'abord chasseur, est en train de s'accentuer gravement actuellement parce que ça manque de précipitations, surtout en France. Et alors, du coup, ça m'a ramené à ce moment de Kirikou où il arrive à aller dans la nappe phréatique, à péter un petit animal qui était en train d'aspirer l'eau, qui était installé par la sorcière Caraba. Et tout d'un coup, boum, il y a l'eau qui arrive et tout le monde danse. L'eau est là, l'eau c'est la joie, l'eau est là. Et moi j'étais pété de rire quand je voyais ce truc avant en me disant mais ils sont bêtes, moi j'ouvre mon robinet, ça y est, c'est l'affaire est réglée. Et puis ça m'a ramené dans le passé à comment j'ai vécu ça, parce que c'est un conte d'Afrique de l'Ouest, Kirikou. Et ça m'a ramené dans le passé tout d'un coup en me disant attends, t'as vécu à un moment donné un été où l'eau t'a compris à quel point c'était important. Et avant d'y arriver, je dois vous faire un petit topo sur l'eau. Alors, petite question d'abord. Quelle est la proportion d'après vous d'eau salée versus eau douce sur Terre? Donnez-moi des chiffres, plus ou moins. L'eau salée, quelle proportion? En pourcentage. 99. 99 pour toi. Ouais, vous êtes plus ou moins ça. 97,5% d'eau salée contenue dans les océans et seul 2,5% d'eau douce. Mais attention, alors creuser dans l'eau douce avec les 2,5%. D'après vous, quel est le pourcentage qui est destiné à notre consommation directe dans les 2,5% qui restent? 80-20. 80-20. C'est 80-20. 0,7%, puisque dans les 69% d'eau douce qu'on a, et donc 2 tiers en fait sont stockés plutôt dans la glace et dans la neige. Donc ça, c'est un truc auquel on ne peut pas toucher dans l'eau douce qui est disponible. Alors si elles font légèrement, parfois beaucoup trop vite, donc ce qui fait que si ça fond trop vite, on n'aura plus d'eau douce. Mais ce sont des réserves d'eau. Et 30% de l'eau douce est stockée dans les aquifères, nappes phréatiques. Donc ce sont des roches poreuses. Il ne faut pas imaginer un grand bassin, non. Et du coup, 1% de cette eau stockée sous forme liquide dans les cours d'eau, c'est dans les cours d'eau, les rivières, les fleuves, les lacs, et 0,7 disponible pour notre consommation à nous. Alors, ce que nous avons fait à l'échelle globale et humaine est quand même assez hors du commun. Nous avons pris le contrôle des rivières. Et attention, parce que là, ça va être le moment anxiogène. Et vous me connaissez, je pense, après 3 émissions. J'adore parler de trucs très très sombres, très très sales, mais avec un grand sourire en mode tout va bien. C'est génial. Donc, nous gérons ces eaux des rivières pour nos activités. Alors, il y a 2 problèmes à ça. Elles représentent une partie du cycle de l'eau, essentielle aux écosystèmes, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on fait un barrage et on se réserve les eaux, ça agit directement sur la biodiversité. Vous savez, la biodiversité, c'est une des 9 limites planétaires qui est dans le rouge et qui est dans une situation assez chaotique, puisqu'on parle de 6e extinction des espèces et même extermination puisque ça vient de notre part. Alors on pourrait se dire qu'utiliser un maximum d'eau, c'est pas bien méchant, puisqu'au final l'eau il pleut, quel est le problème? L'évaporation va bien renvoyer tout ça dans le cycle de la vie, the circle of life, et réalimenter les rivières puis les océans. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On se dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Eh bien c'est pas si simple. Une trop forte utilisation de ce qu'on appelle l'eau bleue
ou si vous préférez l'eau douce, donc l'eau des rivières, des lacs, des réserves d'eau souterraines, désorganisent les écosystèmes terrestres et fluviaux qui en ont besoin. Et souvent on nous dit, c'est bon, fermez le robinet, il n'y a pas de problème. Attention à ne pas prendre des douches. Ah oui, aussi, attention à ne pas prendre des douches trop longues, et à raison, puisque 30% de notre énergie et électricité, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'eau. Donc aujourd'hui, quand vous ouvrez le robinet, il y a du gaz, du nucléaire, du charbon, de l'éolien, tout ce que vous voulez. Donc pas d'énergie, c'est un petit peu galère, sauf si vous vivez en aval et que vous avez la chance d'avoir une réserve d'eau plutôt en amont. Mais bon, ça c'est très très rare en Belgique. Alors, grosse question, puisque je vous ai déjà donné un indice par rapport à fermer le robinet. Qui utilise le plus d'eau dans les différents secteurs, d'après vous? Nous, en tant que personnes lambda, dans nos besoins domestiques, on a quel pourcentage de l'utilisation globale, de l'eau globale, d'après vous? Nous, en tant que particulier, oui, c'est ça, 80. Dans les pays chez nous, ici. En Belgique, par exemple, oui. On se sent pas du tout bête, Vince. 20%. 20%. Seulement 10%. Ouais. Donc, quand on nous dit, fermez votre robinet, non, il faut fermer le robinet des industries où ça représente 20%, et fermer le robinet de l'agriculture, monsieur ou madame, ça dépend qui râle, 70% de notre eau est utilisée dans l'agriculture et littéralement gaspillée parce qu'on a besoin, malheureusement, de beaucoup d'eau pour faire fonctionner les monocultures, pour approvisionner un maximum, dont un tiers est jeté à la poubelle. Donc, on pourrait déjà faire des économies là-bas. Et pendant que je vois Marc qui se dit Vince, s'il te plaît, positif, balance des ondes positives. Non, ça va arriver. Nous allons entrer plus dans le vif du sujet pour comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à manquer d'eau et pourquoi dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Comme dit JCVD. Alors au niveau régional, et ça va être intéressant de comprendre, les flux d'évaporation influencent les précipitations. Ce qui veut dire que si vous avez de l'eau, tant mieux, cette eau va permettre à ce qu'il pleuve. Et donc là, on est dans le circle of life. Mais à partir du moment où vous commencez à dévier les rivières, à sécher les lacs pour des utilisations, etc., il y a moins d'évaporation et donc forcément, il y a moins de pluie. Alors cause à effet papillon et tout le bordel qui s'ensuit, c'est plus on est en train de changer le cours des rivières, plus on assèche naturellement, moins il va pleuvoir et plus on se retrouve comme dans la merde, un petit peu comme en France, car malheureusement en asséchant ces zones, ce liquide précieux ne reviendra malheureusement pas de sitôt. Alors fondamentalement, le risque, c'est quoi? C'est tout simplement déjà de assécher complètement des rivières, des lacs. C'est la biodiversité qu'on éclate, je vous l'avais dit en amont, bien entendu. C'est des poissons qu'on a beaucoup moins. C'est moins d'eau aussi pour nos rendements agricoles. Et je dois terminer sur quelque chose de positif, puisque c'est écrit dans mon contrat, bien entendu. La lumière au bout du tunnel. Exactement, c'est que l'humanité a de plus en plus accès à l'eau. Et ça, c'est quand même incroyable. J'ai été voir dans les chiffres, voilà, c'est terminé, merci. Non, je rigole. Je me lève un petit peu parce que voilà, je suis un petit peu cloisonné. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'Irikou m'avait marqué. En voyant un petit peu tout ce tableau aujourd'hui que j'ai eu avec l'eau, ça m'a ramené à mes 8 ans au Sénégal. Mon père, il y avait le choix. Ou alors il m'envoyait avec ma mère, et c'était très bien en disant oui, c'est bon, tu peux aller au Sénégal avec maman. Et avec maman, c'est trop cool. Hôtel 5 étoiles, piscine avec du chlore, plage privatisée pendant que tous les noirs sur le côté sont tous entassés les uns les autres. Véridique, hein. Et alors moi je posais la question, mais pourquoi est-ce que nous et eux parce que ils ont pas réussi à se débrouiller après la colonisation, après la véridique, hein, c'est ce qu'on me disait, et c'est ce que malheureusement même des gens de là-bas me disaient, on n'a pas réussi à se débrouiller, ce qui est complètement faux et qui est un vieux construit. Quand je partais de l'autre côté avec mon père et qu'il me disait viens on va au Sénégal. Là, je me suis dit, lui, il veut me faire vivre sa vie. Et il m'a fait vivre, effectivement, sa vie. On a été chez la famille, ou alors on allait chez l'habitant. C'était pas hôtel 5 étoiles, c'était pas piscine, et c'était coupure d'eau. Pendant le record que je me suis ramassé 2 semaines. J'ai pas compris ma life. Je vous dis pas, on est à Dakar, beaucoup de coupures de courant. Et quand il y a une coupure de courant, il y a plus d'eau qui arrive par la suite. Tu te dis mais pourquoi? Comment ça se fait? Aujourd'hui, après avoir creusé ces questions-là, je comprends. C'était dingue. On avait une bassine qu'il fallait recharger, prévoir. Et avec cette bassine, qui représentait peut-être la moitié du bain que je faisais en Belgique, on arrivait à se laver, à se brosser les dents, on arrivait à avoir toute l'eau nécessaire pour 1 semaine, 2 semaines. Et je me suis dit, mais attends, au moment où on parle aujourd'hui de pénurie, ça fait froid dans le dos. Je me demande si aujourd'hui, toutes ces pénuries qui sont inévitables, d'ailleurs je vous parlerai dans un prochain épisode de la décroissance qui vous fera comprendre les choses, je me suis dit, mais c'est intéressant. Le fait d'avoir des pénuries, ce ne serait pas voir les choses, c'est retrouver la valeur des choses. Et oui, avec une bassine remplie d'eau, vous pouvez gérer tout ce que vous avez besoin pour votre quotidien, pour vous-même, pour votre famille, pour vos enfants. Il suffit de l'utiliser à bon escient. Donc le jour où votre robinet va moins couler, il n'y a pas de problème à prévoir une bassine d'eau et se dire ok, elle va rester là bien sagement et on va essayer de nous rationner correctement. Et après au final, peut-être que ça va être très sympa. On va revivre des moments joyeux comme prendre toute la famille le même bain à un moment donné. Désolé pour le petit frère le dernier de la fratrie qui risque de se retrouver avec l'eau toute sale. Mais après voilà, c'est comme ça qu'on partage les bonnes choses de la vie. Merci.
Merci beaucoup, Vince. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir sur ce que Vince vient de dire? Mais moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que, sachant qu'on va manquer d'eau, les gouvernements ne prennent pas des mesures pour limiter par habitant la quantité d'eau, tout simplement? Parce qu'il pleut. En fait, c'est tout simplement parce qu'il pleut et que pour l'instant, les réserves sont toujours bonnes. Et tout à l'heure, on parlait des pensées en silo. Chacun est spécialiste dans son domaine. Le spécialiste de l'eau, il dit aujourd'hui, nous, il n'y a pas de problème. On a fait nos calculs par rapport à l'augmentation de la demande. Il n'y a pas de souci. Parce que ce sont des calculs qui sont basés sur des résultats du passé, rétrospectifs. Et à ce moment-là, on se dit, nos résultats du passé démontrent que, nos résultats futurs démontrent que, mais aujourd'hui, ils prennent en compte le changement climatique. Et effectivement, ils nous amènent à des pénuries d'eau à court ou moyen terme. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura toujours des moments où il va pleuvoir. Et c'est justement peut-être le moment où il va pleuvoir où tout le monde va sortir sa bassine et se dire, l'eau est là. C'est la joie, l'eau est là. Dans le dernier documentaire de Cyril Dion, Un nouveau monde, il y a cet exemple de cette ville. C'était Cape Town, c'est possible? Non, c'était... Cape Town en Afrique du Sud, j'ai pas vu le dernier truc de Cyril Dion. Tu l'as pas vu? Non. Donc, Cape Town en Afrique du Sud, ils ont fait un test, donc ils ont eu des problèmes d'eau justement, et donc ils ont à un moment réduit la quantité d'eau par habitant, et tout le monde s'est habitué à utiliser, je sais pas, une quantité de litres plutôt qu'une grande quantité, une plus petite quantité. Et du coup, au moment où ils ont de nouveau eu de l'eau, les gens se sont habitués à utiliser moins d'eau et donc ne sont pas revenus à leurs vieilles habitudes d'utiliser beaucoup d'eau, et finalement c'est devenu l'adaptation. Ouais. Isa, juste un petit mot pour clôturer. Une mini question, est-ce que cette sécheresse elle est inévitable et est-ce que toutes les mesures qu'on pourrait prendre aujourd'hui elles serviraient à freiner, ou est-ce que c'est possible vraiment d'être régulé en régulant sa consommation? On va avoir malheureusement des moments un peu plus intenses pendant 2 semaines, 3 semaines, des moments irréguliers. On a atteint 1,2 degré de réchauffement, donc c'est inévitable qu'on ait des déstabilisations dans notre système et surtout en été. Mais c'est toujours le moment de tirer le frein à main, de ralentir, de réduire, d'aujourd'hui prendre les systèmes d'adaptation, parce que si on veut avoir un maximum d'eau déjà juste dans Bruxelles, nappe phréatique, alors replantons des arbres, c'est génial parce que planter des arbres fait pleuvoir. Débétonnons le plus vite possible. Il y a des villes qui s'y mettent. En France, il y a des villes qui ont décidé de débétonner. Donc toutes les solutions, on les a, des choses sont en cours et je pense que le problème a bien été compris. Et nous, on a effectivement l'occasion et l'opportunité de le faire. Moi, j'ai plus dépensé pour des pays sur lesquels il y a une contrainte, comme l'Afrique. Et là, c'est peut-être un peu plus délicat. Mais nous, c'est en cours. Merci beaucoup. Merci Vince. Et pour terminer, on arrive à la fin de cette émission, les amis. Vous êtes fatigués? On n'est pas fatigués. D'accord. Ouais, ça réagit bien. Je vois bien. Mais je vois quand même quelques petits yeux qui sont quand même endormis. Je vois les miens surtout. Steph aussi. Tiens, là. Bon, il faut oui, Caro aussi, tiens, là. Il faut dormir, les jeunes, il faut dormir. Bon, j'admets qu'entre dormir et bien dormir... Oui, pardon, excusez-moi, Nathalie. Nous avons envie de dormir, mais entre dormir et bien dormir, il y a parfois un écart aussi considérable. Emna, tu as choisi de nous parler de ça, justement. Alors, comment bien, ou en tout cas, mieux dormir? Mais grande question, et je vais vous renvoyer la question aussi avant de commencer dans cette chronique. Qui d'entre vous se donnerait une note moyenne supérieure à 8 sur 10 par rapport à son sommeil? On est entre nous ici, levez la main, mais je vais compter pour nos auditeurs combien vous êtes. Une et demie. Attends, t'as demandé de se mettre une note supérieure. Qui se donnerait une note supérieure à 8 sur 10 par rapport à son sommeil? À la qualité du sommeil. 4 quoi. Ok, donc on a Nathalie et on a... Donc deux personnes uniquement qui considèrent que leur sommeil vaut une note de plus de 8 sur 10. Bon, je pense que c'est déjà assez parlant comme résultat et on n'avait pas prévu, donc c'est vraiment ici spontané. Alors pour bien dormir ou essayer de bien dormir, j'imagine que vous mettez en place au moins l'une ou l'autre de ces bonnes pratiques. Par exemple, vous faites des petites tisanes à la verveine, des petites infusions, vous investissez dans un bon matelas, un bon oreiller, une bonne literie, vous aérez quotidiennement au moins 10 minutes, vous baissez la température à 18-19 degrés, vous avez une belle déco relaxante, vous mettez votre téléphone en silencieux, vous reniflez des huiles essentielles, vous évitez les écrans, n'est-ce pas? Vous faites tout ça, hein? Donc ça, ça marche pas. Voilà, tout ça, c'est des petites bonnes pratiques que je recommande de mettre en place si c'est pas déjà le cas. Si vous le faites, c'est déjà top. Mais récemment, j'ai découvert que la clé d'un sommeil qui est véritablement récupérateur et durable réside en fait dans la reprogrammation de son cerveau. Et pour ça, j'aimerais commencer par démonter 3 croyances qui sont assez ancrées dans la société au sujet du sommeil. La première croyance que je voudrais démonter, c'est que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent
Enfin, celle que je veux démonter, c'est ceux qui se lèvent tôt. Bah oui, je suis pas d'accord avec ça en fait, parce qu'on vit dans une société où toute l'organisation sociale a été conçue pour privilégier celles et ceux qui se lèvent à l'aube, et il y a qu'à regarder les horaires d'école ou de travail pour ça, alors qu'en fait, on n'est pas tous faits pour se lever tôt. Et ça s'explique par ce qu'on appelle les chronotypes. Les chronotypes, en fait, c'est une affaire de génétique, et c'est tout simplement le fait que certaines personnes sont génétiquement faites pour être plus en forme le matin ou le soir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a certaines personnes qui sont des couches tôt et d'autres qui sont des couches tard. Alors tous deux ont des avantages et des inconvénients. Je suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Mais ce qui serait cool, je trouve, c'est que la société soit un peu moins rigide et permette aux individus de dormir et d'être actifs en fonction de leurs besoins, ce qui les rendra plus heureux et plus productifs. Ça, c'était la première croyance que je voulais démonter. La deuxième, avec une question, de nouveau, quel est le nombre d'heures idéal que nous devrions dormir selon vous? Lancez-moi des chiffres. 7 et 9. Ça dépend par qui. 8. 7, 8. 7, 8, 9. Ok, alors, le chiffre exact, c'est 7h30. Pourquoi 7h30? Parce que ça correspond à 5 cycles de 1h30. Et en fait, ces cycles, c'est ce qu'on appelle des rythmes circadiens. En fait, ça fonctionne un petit peu comme un train. Toutes les heures et demie, qu'on en soit conscient ou pas, en fait, on a un petit coup de mou. Et en fait, ça, c'est le train qui passe et qui te demande est-ce que tu veux monter ou pas. Si tu montes, bah, tu vas dormir. Si tu veux monter, chérie, comme Marc, tu loupe le train. Et donc, le train passe. Si tu décides de monter dans le train, bah, ça veut dire que tu vas dormir. Et si tu décides que tu vas pas monter, eh ben, ça sert à rien d'aller dormir dans 30 minutes, parce que ce qui va se passer, en fait, c'est que tu vas probablement pas réussir, parce qu'en fait, tu dois attendre que le prochain train arrive. Et comme ça passe que toutes les heures et demie, eh ben, tu vas être là dans ton lit et tu vas attendre et tu vas pas réussir à t'endormir. Donc les cycles circadiens de 1h30. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième croyance que j'ai envie d'un petit peu démonter, c'est qu'on pense souvent que la routine du soir est plus importante pour entretenir un bon sommeil, alors qu'en fait non. La manière dont on commence la journée détermine la manière dont elle va se dérouler et se terminer. Et la meilleure chose que vous puissiez faire le matin pour avoir une bonne routine, c'est en fait de s'exposer à la lumière du soleil, donc la lumière naturelle. Et si on n'a pas de chance... On est en Belgique, ouais. Voilà. Et si on... J'arrive. Si on n'a pas de chance et qu'on vit dans un pays comme, par exemple, la Belgique, mais en vrai, il y a quand même pire aussi, et qu'il n'y a pas forcément de soleil tous les jours, eh bien, il existe des petites lampes de luminothérapie, pardon. Ça marche avec le flash? Non. Moi, c'est la radio, mais on met le flash, en fait. Un peu comme ça, les gens savent. Non, c'est des lampes de luminothérapie, et en fait, c'est vraiment des lampes spéciales qui coûtent une 30aine d'euros, donc franchement, c'est pas la mort non plus, qu'on peut utiliser chez soi. C'est petit, on s'expose devant elle pendant à peu près 20 minutes, et en fait, ça reproduit l'équivalent de la lumière du soleil. Et ça, bah voilà, quand il n'y a pas de soleil ou quand il fait sombre le matin ou le soir, ça peut très bien faire l'affaire. Voilà, donc avec tout ça, j'espère que vous avez déjà un petit peu appris certaines choses. Peut-être que vous vous retrouvez dans l'une ou plusieurs de ces croyances et que ça vous rassure d'entendre ça. En tout cas, j'espère. Alors, j'ai plein d'autres petits trucs et astuces à vous partager. Bah, par exemple, moi, j'essaye de sortir mon téléphone de la chambre à coucher. Donc vraiment, c'est pas juste que je le mets en silencieux ou en mode avion, c'est que je le sors. J'essaye aussi de faire en sorte que ce soit le noir complet. Ça veut dire que le petit voyant là de la télé ou le petit voyant du réveil, la télé, la télé dans ta chambre. Non, oui, déjà, voilà. Pas de GSM, mais mais tu sais, le petit voyant du réveil ou une petite lampe, je sais pas, ou tu sais, un petit filet de lumière qui passe parce qu'il y a le lampadaire dehors. Eh ben, ces petits trucs là, ça peut vraiment foutre la merde dans ton sommeil. Donc vraiment, essayer d'avoir un noir total et complet. Limiter aussi, voire supprimer complètement la consommation de café et d'alcool. Enfin voilà, tout ça, c'est des petites choses à mettre en place. Bref, on ne le répétera jamais assez, le sommeil c'est capital et bien dormir c'est vraiment un super pouvoir. Alors si cette chronique vous a plu et que vous voulez creuser la question un petit peu plus loin, je vous partage ici 3 ressources que je vous recommande. La première, c'est un ami en fait qui est basé ici à Bruxelles, qui est coach du sommeil, qui s'appelle Valentin Gentil. Donc simplement allez taper ça sur internet et vous tomberez dessus. Il partage plein de petites astuces en vidéo sur Instagram notamment. Vous pouvez aussi consulter les travaux du neurologue Stephen Lorays, qui est notamment professeur à l'université de Liège et auteur du livre Dormir, c'est bon pour le cerveau. Et enfin, de l'autre côté de la planète, il y a aussi Matthew Walker, qui est auteur du livre Why We Sleep, aussi traduit en français Pourquoi nous dormons, et c'est un véritable best-seller. Donc sur ce,
Je vous souhaite une bonne journée et surtout, je vous souhaite de bonnes nuits. Merci Emna. Vince. Emna, ce que tu me dis là, ça me donne envie de militer pour qu'il y ait un noir complet dans les communes et dans les villes la nuit. Ouais. Il y a eu un jour, il y a un truc qui a sauté dans mon quartier et je faisais noir complet et je suis sorti tellement c'était... Oh, ça faisait du bien quoi. Il n'y avait pas une seule lumière. C'était vraiment génial. Tu vois les étoiles aussi. Tu vois les étoiles, tu redécouvres ta ville et à un moment donné, mais je dis mais c'est génial. Alors j'en ai parlé au conseil, enfin pas au conseil communal, mais j'en ai parlé avec les échelons de ma commune. Ils m'ont dit non mais pour la sécurité ça le fait pas parce qu'alors du coup tout le monde va sortir et des gens vont profiter pour cambrioler etc. Et en fait je me rends compte d'un truc aussi. J'avais lu que la pollution lumineuse la nuit détruisait, était une des raisons pour lesquelles il y avait aussi un effondrement de biodiversité à l'échelle d'une ville, les insectes, les oiseaux, que tout ça perturbait tout. Alors c'est vrai que si maintenant on a cette occasion et cette chance de dormir dans un noir complet, forcément ça peut nous faire que du bien. Et quand tu parles de ce fameux lampadaire, eh ben c'est très vrai, puisque chez moi je pouvais pas installer des trucs occultants, et alors du coup j'avais tout le temps un lampadaire la nuit qui était juste devant moi, et je crois que j'ai passé les pires nuits de ma life. Donc merci de m'avoir bien... Essaye de bien, tu sais, de fixer les rideaux ou de dormir avec un masque. C'est ça, tu sais, j'ai testé le masque et c'est super efficace. C'est génial, ça fait vachement du bien. Merci Nat. Oui, et après, moi j'ai envie de dire aussi, connaissez-vous et agissez en fonction. Parce que par exemple, moi je dors parfaitement bien avec de la lumière flamboyante. Mon amoureux se réveille avec le boucan des ambulances, je ne les entends absolument pas. Donc c'est aussi de sentir c'est quoi la juste heure. Ma fille par exemple, si je la couche à 19h55 ou à 20h10, c'est un monde de différence le lendemain par rapport à tes cycles. Parce qu'une heure et demie. Voilà, exactement. Et donc c'est aussi cette démarche de se dire qu'est-ce qui me fait du bien et comment je vais nourrir ça. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, le noir total, j'en ai pas besoin personnellement. Merci Nat. Isa. Et comme tu dis, se connaître, moi j'avais plein de problèmes de sommeil et en fait je me foutais une pression de dingue en me disant il faut que tu sois en forme, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie, tu dois être en forme pour demain, yallah. Et en fait j'allais dormir à 9h30 et puis à 9h30 j'étais dans mon lit comme ça comme une baguette et les yeux au plafond et je disais allez dors. C'est peut-être pas ton chronotype d'aller dormir à 9h30. En fait récemment je me suis dit mais ça fait des années que tu te fous la pression comme une folle pour avoir tes 9h parce que moi j'ai quand même besoin d'un peu plus de 7h30, bref. Et ces temps-ci, je me suis dit, mais en fait, j'abandonne l'affaire. Et donc, je vis ma vie jusqu'à 10h, 10h30, ce qui est une folie pour moi. 11h. Et en fait, à 11h, depuis 2 semaines, je vais me coucher à 11h et ça se passe beaucoup mieux. Donc, parfois, abandonner cette volonté à tout prix de je dois dormir. Ouais. Et c'est très recommandé aussi de se coucher et de se lever à la même heure tous les jours. Alors, je parle, mais je suis pas la meilleure en la matière, hein, clairement. Mais j'ai conscience de ces choses-là. Et tu vois, tu disais que toi, tes heures idéales, c'est 9h. Ben, c'est parce que c'est 6 cycles circadiens. Donc c'est pas 7 heures, mais c'est pas 7h30, mais c'est 7h30 plus 1h30. Et donc ça fonctionne aussi. Et si t'as loupé un cycle circadien dans une nuit et que donc t'as dormi beaucoup moins, c'est pas grave parce que tu peux rattraper ça avec un cycle en plus la nuit d'après. Oui, moi j'ai récemment fait une découverte de mes habitudes. C'est que je me douchais toujours le matin pour me réveiller. Et en fait maintenant j'ai pris l'habitude de me doucher le soir avant d'aller dormir. Pourquoi ? Non mais parce que en fait je trouve que moi je dors mieux depuis lors parce que je nettoie prendre une douche c'est nettoyer les énergies de la journée et donc je me nettoie avant d'aller dormir et mon corps se détend parce que je prends une douche chaude et donc je dors beaucoup mieux et donc voilà ça peut-être que vous pouvez tester, ça marche aussi. Merci Caro, merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Oui, c'est déjà terminé, mais on revient dans 15 jours. Mais avant de terminer, il y a Val qui avait un petit message à adresser à l'ensemble de nos auditeurs, auditrices, internautes divers et variés. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on parle de notre tribu et des personnes qui sont autour de la table, mais qu'on n'a pas permis à nos auditrices et nos auditeurs de nous découvrir. Et donc, à partir du mois d'avril, j'aimerais bien faire des interviews décalées, déjantées de chacun des membres de la tribu. Et pour ce faire, il me plairait d'avoir les questions des auditrices et des auditeurs afin de savoir ce qu'ils ont envie de découvrir. Et donc, utiliser les réseaux sociaux, balancer en privé si vous voulez pas que la personne sache la question que vous avez envie de poser. Et je serais ravie de pouvoir commencer à partir du mois d'avril à mettre quelques personnes sur le grill. Lâchez-vous. Toutes les questions qu'on veut. Ça va être drôle. Il n'y a pas de tabou. Pas de tabou. Super. Merci beaucoup. Merci la tribu. C'était super. On se retrouve dans 15 jours. Entre-temps, vous nous retrouvez évidemment sur toutes vos plateformes avec les 4 lettres magiques BVOP. Et si vous souhaitez entendre une chronique particulière, vous tapez BVOP, espace, et le nom du chroniqueur ou de la chroniqueuse que vous souhaitez retrouver. Parlez-en évidemment autour de vous, sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez jamais, vous aussi, pour quelque sujet que ce soit, malgré les difficultés, de balancer vos ondes positives. À la prochaine pour l'épisode numéro 6. Ciao. Balancez
Balancez vos ondes positives.